de Radio Campus Bordeaux 88.1, association dealer de sciences. Super, c'est la bonne adresse. Il est 19h, allez, je peux y aller. Entre, mon petit Timéo. Bonjour, Papy Barnabé. Attends, papy, mais c'est pareil pour les oreilles. Pourquoi ? Pour mieux t'entendre, mon enfant. Pourquoi ? Oui, bon, tu vas pas commencer avec tes pourquoi à tout va, là. Oh, papy, c'est l'heure de Adolescence. On peut écouter, s'il te plaît ? En plus, c'est présenté par Lucie Giboulot et Émilie Etienne. Allez, papy. D'accord. Si ça te fait plaisir. Mais seulement si ça parle de sciences dures. J'ai horreur des philosophes en carton. Platon, c'est pour les cons. Moi, de mon temps, on lisait du Nietzsche. Oh, les yeux de l'esprit ne commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser. Sale gosse. D'abord, je suis toujours à 4 sur 10 à l'œil droit. C'est pas si mal. Bon, on l'écoute. Bienvenue sur Adolescence, l'émission pour apprendre en s'amusant. Vous connaissez le principe, un enfant appelle et peut interagir au téléphone pendant toute l'émission. On attend vos appels. Papy Barnabé, on peut m'appeler s'il te plaît ? Oh Lucie, nous venons de recevoir un appel. Oh là 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 là, Émilie, ça faisait si longtemps. Bonjour. Bonjour mon petit, comment t'appelles-tu ? Timéo, et je suis avec mon papy Barnabé. Bienvenue à vous deux, merci de participer à cette émission avec nous. Nous aimerions tout d'abord vous parler d'une cérémonie qui s'est déroulée le 18 septembre dernier à l'université de Boston, les Ig Nobel. Les prix Nobel, tu veux dire ? Non, les Ig Nobel. C'est une parodie des prix Nobel qui consiste à remettre des prix à 10 recherches scientifiques qui font d'abord rire les gens, puis qui les font réfléchir. Et cette année, nous aimerions vous présenter les Ig Nobel d'aviation qui a été décerné à Francisco Sanchez, Mariana Melcon, Carmi Corinne et Berry Pinchot pour avoir découvert que la consommation d'alcool affecte le vol et l'écolocalisation des chauves-souris, augmentant pour elles le risque d'accident. Eh ben super, on alcoolise les chauves-souris maintenant. Qu'est-ce que tu nous fais écouter, Timéo ? Non, mais c'est pas tout à fait ça. L'alcool, ou éthanol, est présent naturellement dans la nature et l'alimentation des chauves-souris, notamment dans les fruits. Plus un fruit est mûr, plus il contient d'alcool, et cela peut être un piège pour ces chauves-souris frugivores, c'est-à-dire qui se nourrissent de fruits. Les chercheurs et chercheuses ont donc testé l'effet de l'alcool présent dans des fruits très mûrs sur des chauves-souris roussettes d'Égypte, et ils ont analysé jusqu'où les chauves-souris peuvent tolérer l'alcool avant que cela affecte leur capacité de vol et d'écolocalisation. C'est quoi l'écolocalisation ? C'est la manière qu'ont les chauves-souris, mais aussi d'autres animaux comme les baleines, de s'orienter dans l'espace grâce à des ondes sonores, de la même manière qu'un sonar. Et ils ont découvert quoi du coup ? Eh bien en fait, ils ont placé des chauves-souris dans un couloir de vol de 6,7 mètres de long, filmé avec une caméra infrarouge. Et avant chaque vol, on leur a donné une préparation liquide contenant de l'alcool. Résultat, l'écolocalisation des chauves-souris sous alcool est moins précise. Elles ont plus de mal à reconnaître et analyser leur environnement, et leur vol est moins rapide que celles qui sont sobres. En moyenne, elles mettent 3,5 secondes pour traverser le couloir, contre 2,2 secondes quand elles n'ont pas bu. Un peu comme Émilie après quelques verres. L'alcool ? Pourtant papy, il en boit tout le temps. Qu'il est drôle, ce petit. D'ailleurs, quasiment une seconde de différence, c'est pas énorme quand même. À notre échelle humaine, oui, mais quand on se place à l'échelle d'une chauve-souris, une seconde ça peut tout changer, notamment face aux prédateurs. Mais rassurez-vous, instinctivement, les chauves-souris ne se dirigent pas vers des fruits ayant un taux d'alcool élevé. Ouf, sauvé ! Après, je peux aussi vous parler d'un autre Ig Nobel qui est celui de littérature. Oui, super intéressant. William Bean a remporté ce Ig Nobel à titre posthume pour avoir enregistré et analysé le taux de croissance de l'un de ses ongles de main pendant 35 ans. Il a conclu qu'il pousse 0,119 mm chaque jour et que les saisons n'avaient aucun impact sur leur croissance. Intéressant. Ça marche pas pour les cheveux à mon âge en tout cas. Vous avez pas un autre actu à tout hasard ? Vous n'aimez pas nos Ig Nobel ? Mais si, ils sont top. Bon. Après, ça peut faire pas de mal de diversifier un peu. Je veux bien qu'on manque de budget dans le service public, mais quand même, faut pas pousser mémé, et à son âme, dans les orties. Mamie ? Des chercheurs de l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, ont réussi l'exploit de cartographier la circulation sanguine complète d'un organe entier, une première mondiale. Oh waouh, mais ils ont fait comment ? Ils ont créé et utilisé une échographie 4D, c'est-à-dire qui offre une vision en 4 dimensions, comme la 3D mais en ajoutant la dimension du temps. C'est un peu comme l'écolocalisation dont nous parlions à l'instant, mais en un peu plus poussé. Et cette échographie 4D leur a permis de visualiser en détail la microcirculation sanguine du cœur, du foie et du rein chez l'animal. Cette découverte est très importante car permettrait d'améliorer et faciliter le diagnostic des maladies des petits vaisseaux, en plus d'améliorer notre connaissance de la circulation sanguine. Des tests cliniques sont prévus début 2026 chez une quarantaine de patients.
Ah, en voilà une bonne nouvelle. Mes varices n'ont qu'à bien se tenir. Et pour finir, laissez-nous vous parler de 3I Atlas, une comète observée cet été hors de notre système solaire. Oh, Troy Atlas, c'est mon pseudo sur Fortnite. Le comportement de cette comète a beaucoup fait parler chez les astronomes. Certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un objet extraterrestre. Et pourquoi? En fait, dans le panache que la comète émet, nous retrouvons du nickel, mais aucune trace de fer, ce qui est très étonnant car cela n'a jamais été observé auparavant. Mais ce n'est pas que l'absence de fer qui interpelle. Le nickel observé dans cette comète est sous la forme de tétracarbonyle de nickel, une forme de nickel qui n'a jamais été observée à l'état naturel. Les seuls que nous trouvons ont été trouvés par l'homme, notamment par l'industrie aérospatiale. Nickel ça. Justement, faudrait une bonne guerre pour éduquer les jeunes. Ils tombent à pic les zinzins de l'espace. Toutefois, des chercheurs affirment qu'il serait possible de créer naturellement cette forme de nickel proche du noyau de la comète. Et merde. Adieu la guerre des mondes. D'après les chercheurs, oui, mais cela ne fait pas l'unanimité. Entre le 27 novembre et le 27 janvier qui arrivent, les chercheurs vont donc concentrer leur instrument sur cette comète pour affiner sa position et donner le fin mot de cette histoire. Oh, j'ai trop hâte de connaître les résultats. Imagine, il y a vraiment des extraterrestres. La dinguerie. Et c'est fini pour aujourd'hui, mais on se revoit dans 2 semaines, même heure, même jour. Oui, c'était trop bien. Merci Lucie et Émilie. Ah, ouf. Ça y est, c'est fini. Oh, t'exagères, papy, c'était pas si mal. Ouais, bon, allez, maintenant, c'est à mon tour de choisir le programme. Il y a une émission de prévue à la télé, c'est une interview de Susana de Matos Fernandez. C'est une chercheure en biomimétisme, comme moi, avant la retraite. Elle est responsable de la chaire Manta et elle travaille sur le développement des matériaux bio-inspirés réduisant l'impact sur l'environnement marin. Alors là, comme ça, j'ai pas tout compris, mais on peut regarder. Je comprendrai peut-être mieux après. Donc, bonsoir. Je m'appelle Susana Fernandez. Donc, j'ai 48 ans et je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Pau et de Pays d'Adour. Et le côté recherche, donc, je fais l'Institut de recherche IPREM. Donc, à IPREM, on travaille sur le matériau, la chimie théorique et aussi sur la microbiologie. On fait des recherches sur ça. Mais plus proprement, donc, ce qui me concerne, donc, le côté, je suis une physico-chimiste des matériaux, mais des matériaux un peu spéciaux, des matériaux biologiques et que ça inclut aussi des polymères naturels comme les protéines, les polysaccharides, etc. Donc les grosses molécules. Les grosses molécules pour après faire des matériaux. Et donc votre recherche, sur quoi ça porte vous avez des sujets plus concrets à nous présenter? Oui, donc ma recherche, je m'intéresse surtout aux matériaux biologiques. Parce que donc l'homme, il fait des matériaux très, très intéressants qu'on utilise, surtout des matériaux polymères, donc les plastiques qu'on connaît. Oui. On connaît aussi les problématiques que les plastiques ils ont aujourd'hui. Donc, moi, depuis tout le temps, en fait, depuis ma licence, qui est plutôt en chimie générale, donc ingénierie chimie, mais après, déjà à la fin de ma licence, je me spécialisais dans la cellulose, que c'est un biopolymère qu'on trouve dans les arbres, dans les plantes. Et après, donc, et pour le master aussi, et pour mon doctorat, là, j'avais décidé depuis longtemps que j'allais travailler sur le matériau, parce que c'est ça que j'aime beaucoup, mais des matériaux biologiques et aussi de travailler, de faire des matériaux, mais à partir de polymères naturels et pas de polymères synthétiques. Donc, vous me demandez de faire une polymérisation ou un matériau comme ça, je ne sais pas. Je suis trop fainéante. Je vais chercher déjà les polymères tout préparés que la nature, elle peut nous donner. Comme j'ai mentionné la cellulose, mais il y a beaucoup d'autres, hein, le collagène, la chitine, la soie. Donc, dans ce cas, ce sont des protéines pour faire des matériaux. Donc, ma D'accord. recherche, elle est sur ça. J'ai commencé avec ça. Je commençais pour valoriser, en fait, ces biopolymères qu'on peut extraire des matériaux biologiques. Et après, petit à petit, donc, j'ai aussi une orientation parce qu'on parle toujours de matériaux. Et pour bien faire des matériaux, ben, je regarde aussi les matériaux biologiques. Du coup, vous avez fini par faire du biomimétisme, c'est ça en fait finalement que vous prenez donc les molécules du monde vivant pour servir de base
pour construire des molécules après synthétiques, c'est ça? Oui, oui, exactement. En fait, le biomimétisme, qu'est-ce que c'est le biomimétisme? Le biomimétisme, c'est de s'inspirer de, de propriétés de différents systèmes biologiques. Oui. Donc, on va s'inspirer des formes, de la composition, des interactions, par exemple. Et dans mon cas spécifique, ce que je fais, ce sont des matériaux. Donc, dans mon cas spécifique, je m'inspire de matériaux biologiques. Je peux vous donner des exemples de matériaux Oui, biologiques. Donc, par exemple, la carapace ou l'exosquelettum de crustacés, ouais. c'est un matériau. Donc, les écailles d'un poisson, c'est le matériau. Le tronc des arbres, ce sont des matériaux qui, à un moment, sont vivants parce qu'il y a des cellules vivantes, mais qu'après, à partir d'un moment, c'est peu de matériaux vivants. Donc, et moi, je m'inspire en fait de comment il y a des animaux, donc organismes qui biosynthétisent ou qui font des matériaux. Donc, je m'intéresse à la composition, mais aussi au processus, comment les enzymes vont produire ces matériaux. Et après, donc, et pourquoi ça? Parce que voilà, pour faire un matériau, on a besoin de passer pour la synthèse, pour la mise en œuvre, pour après avoir un matériau. Et moi, ce que je fais dans mes recherches avec mon équipe, c'est ça. On regarde la composition, on essaye de comprendre cette composition de matériaux. Mhm. Après, on regarde aussi comment l'organisme vivant, comment l'organisme il a produit ce matériau-là. Et après, à la fin, on va développer et fabriquer ces matériaux et on va les caractériser pour voir si vraiment ils répondent aux propriétés qu'on attend. En termes de propriétés ou des applications, peut-être c'est plus parlant pour l'audition. En termes d'application, nous, on travaille beaucoup pour le packaging. Donc, on fait des films pour faire des plastiques, par exemple, pour l'emballage alimentaire. Mais nous faisons aussi, par exemple, beaucoup de types de matériaux différents pour le médical. Donc, pour faire, par exemple, pour mimiquer l'os, on produit des matériaux pour après mettre des cellules dedans pour arriver à différencier dans l'os, mais aussi la peau, des hydrogels. Par exemple, là, on a un projet sur la production d'hydrogel pour mimiquer le tissu mammaire, pour étudier les cancers de sang. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses Mm. différentes. Vous reproduisez la même molécule naturelle, c'est ça qui est produite naturellement ou c'est quelque chose qui ressemble? D'abord, en fait, par exemple, l'écaille de poisson, si on Oui, prend l'écaille de poisson, elle est essentiellement produite avec que du collagène et de oui, l'hydroxyapatite. Et en oui. fait, le collagène et l'hydroxyapatite, c'est aussi le principal élément composant de notre de Des- os. Et donc, les écailles de poisson, c'est, on va dire, c'est un déchet. Donc, dans l'industrie de la pêche, par exemple, après enlever les écailles de poisson, normalement, tout ça, c'est considéré un déchet. Et nous, ce qu'on fait, c'est que on va appliquer des enzymes ou des processus enzymatiques, mécaniques ou chimiques pour séparer en fait l'hydroxyapatite de collagène. Et donc, on va avoir ces molécules, on va avoir le collagène. Et à partir de ce collagène-là, c'est du collagène type 1, que c'est exactement le même type de collagène qu'on a dans la peau, par exemple, dans les os, on peut refaire un matériau. Et c'est ça que c'est intéressant, c'est que Ok. on utilise aussi, on s'inspire à la fois, par exemple, on peut s'inspirer de matériaux de l'écaille de poisson, parce que c'est un matériau qui est imperméable, qui est très résistant, mais en même temps, comme c'est un déchet, parce qu'on ne peut pas appliquer les écailles de poisson, comme c'est un déchet, bon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire ces molécules d'intérêt pour faire à nouveau un matériau, mais un matériau qui a la propriété ou la forme qu'on souhaite à la fin. Vous le recyclez au final, C'est ça, les on peut écailles de appeler ça, poisson. c'est un très joli mot. C'est ça, on recycle des écailles de poisson, par exemple. Vous travaillez dans la chaire. La chaire, je précise, c'est donc un domaine de recherche qui est rattaché à un professeur universitaire. Vous êtes à la chaire Manta. Alors, c'est un nom qui fait penser à la Raie Manta.
Qu'est-ce Mais que c'est c'est ça. c'est ça? Ça vient de là? Oui, oui, c'est exactement ça. En fait, donc je suis titulaire de cette chaire depuis, c'était, oui, fin 2018. Donc ça marche très bien. Donc comme vous avez très bien décrit, c'est une chaire, donc c'est comme un gros projet de recherche. Dans ce cas, dans les cas spécifiques de Manta, donc Manta, ça fait très bien et c'était ça l'idée de penser à cet organisme marin, mais ça vient aussi parce que le nom composé, c'est Marine Materials. Et donc, là-dedans, on allait aussi chercher les lettres qui allaient bien pour faire le mot Manta. Donc, ça vient de Marine Materials. Et donc, c'est une chaire partenariale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a différents partenaires qui travaillent avec nous, publics, mais aussi privés. Et l'objectif, en fait, de cette chaire, c'est de développer des matériaux multifonctionnels et biodégradables pour diminuer, en fait, l'effet de pollution que les matériaux polymères, aujourd'hui, ils ont sur l'océan. Donc, l'idée initiale, c'était ça. Donc, là-dedans, par exemple, je vais pas citer les noms, mais je peux dire, par exemple, qu'il y a une compagnie de cosmétiques qui travaille avec nous parce que, par exemple, on sait que on développe avec eux des ingrédients donc pour les crèmes solaires. On sait très bien que les crèmes solaires aujourd'hui elles sont produites à base de composants organiques, synthétiques, mais aussi des nanoparticules. Et on sait que ça, il y a un effet sur la pollution dans l'océan. Et l'idée, c'était d'utiliser des matériaux ou des composants qui sont moins impactants pour l'océan. Et donc, le biométrisme là-dedans, en fait, c'était donc même avant de commencer à travailler dans la chaire Manta et avec ce groupe industriel, cette société avec qui on prépare ces ingrédients aujourd'hui. Donc, en fait, c'était quelque chose un peu... Mais les idées, elles viennent toujours comme ça, je ne sais pas pourquoi. Mais j'étais c'était pendant les vacances, voilà, qu'on ne pense pas au travail, mais j'ai regardé un aquarium chez quelqu'un. Et dans l'aquarium, il y avait des poissons très petits, transparents. Et comme à l'époque, et toujours aujourd'hui, je travaillais sur des matériaux transparents, euh, je me disais, waouh, comment, c'est quoi la transparence, comment ils sont transparents et tout ça, et comment ils se protègent. Voilà, il y a beaucoup de questions qui me sont Mhm. venues en regardant ce poisson-là. Et après les vacances, donc après ça, j'ai commencé à faire une recherche bibliographique dans un article sur des poissons transparents, j'avais vu des noms de molécules un peu bizarres pour moi à l'époque. C'était le mycosporine-like amino acids. Et je suis allée voir qu'est-ce que c'était ça. Et j'avais vu que ce sont des molécules, en fait, qui sont biosynthétisées par des algues. Et que le poisson, c'est comme nous, en fait. Ils n'ont pas la capacité de se protéger eux-mêmes de rayons de soleil. Donc, ils mangent les algues. Et après, pour un processus qui n'est pas encore très bien connu, très bien décrit, ces molécules-là, elles se trouvent sur le mucus de ce poisson-là. Le chimiste va essayer, donc c'était mon cas, essayer de mimiquer, d'imiter ce mucus avec ces propriétés-là. Donc, nous, bien sûr, on ne va pas extraire ces molécules de mucus de poisson. Ce qu'on fait, c'est que ici sur la côte basque, on a beaucoup de molécules, des algues rouges. Et on extrait ces molécules-là des algues rouges et après on prépare des hydrogels, des films, Mhm. matériaux avec ces propriétés biologiques, donc d'absorption en fait des UV. Donc C'est ça, bien. c'est un exemple, par exemple. Donc à la fois, on valorise quelque chose, on extrait des molécules qui sont solubles dans l'eau, qui sont biodégradables, et après on les applique en s'inspirant de muqueuses de poisson qui protègent le poisson. Papy, mais réveille-toi. Hein? Ah, Hein? c'est la pub. Ah, oui, pardon. Ah, la musique de cette pub est pas mal, hein. Bah oui, papy, enfin, c'est Poker Face de Lady Gaga.
kisses, please. Fold 'em, let 'em hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. I'll get him hard, show him what I got. I'll get him hard, show him what I got. Can't read my, no, we can't read my poker face. She's got me like nobody. Can't read my, no, we can't read my poker face. She's got me like nobody. Poker face, poker face. Poker face, poker face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. I'll get him hard, show him what I got. I'll get him hard, show him what I got. Can't read my, no, we can't read my poker face. She's got me like nobody. Can't read my, no, we can't read my poker face. She's got me like nobody. Poker face, poker face. Poker face, poker face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this promises. Check this hand 'cause I'm marvelous. Can't read my, no, we can't read my poker face. She's got me like nobody. Can't read my, no, we can't read my poker face. She's got me like nobody. Can't read my, no, we can't read my poker face. She's got me like nobody. Can't read my, no, we can't read my poker face. She's got me like nobody. Poker face, poker face. Poker face, poker face. Poker face, poker face. Poker face, poker face. Allez, c'est reparti pour l'interview. On a un J'adore problème vraiment aujourd'hui les dans recherches de l'océan, c'est Susanna de que Matos l'océan, Fernandez. Oui. c'est d'aller chercher dans l'océan des solutions qui peuvent, des alternatives, parce que solution, c'est un gros mot, mais des Ouais. alternatives pour pour pouvoir utiliser, oui, comme un nouveau matériau qui soit prêt, donc qui a une fonction donc biologique. Dans ce cas-là, c'était la protection, et en même temps que ce soit des biodégradables, oui, exactement. Ce qui est un peu rigolo aussi, c'est que mon papa, donc je suis portugaise, donc vous, peut-être avec mon accent, vous avez déjà arrivé là. Donc, et ma famille au Portugal, c'est à côté de l'océan, donc c'est un peu, c'est Aveiro. La ville, c'est comme la baie d'Arcachon en fait. C'est une presqu'île aussi. Et donc, bien sûr, toute ma famille, du côté paternel, j'avais beaucoup de gens, pêcheurs, qui aimaient la pêche et tout ça, et inclus mon papa. Et il y a quelques années, en allant à la pêche avec lui, donc il utilise des vers marins pour, comme abat, non, comme Oui, des pour donner appâts. pour le poisson. Et donc ceux-là, en fait, ils font comme un tube où il se met dedans pour se protéger. Et pareil, donc on était à la pêche, il me dit, donne-moi un verre. Et donc je prends le verre, mais il est dans son tube. Et donc quand je le prends, donc lui, il vient avec sa main, il enlève le verre dans son tube pour le mettre la canne à pêche. Et moi, je reste avec le tube dans la main. Et voilà, une fois de plus, je vois ce tube pour moi quand je regarde. Mais c'est un matériau
Mais c'est quoi ça? Donc, je prends tout le tube qu'il avait et je prends et quand j'arrivais après les vacances au laboratoire, j'ai commencé à caractériser. Et donc, je ne vais pas trop dire aujourd'hui parce qu'on n'a pas publié encore, D'accord. mais il y a des propriétés aussi très similaires à des tissus qu'on a dans le corps. Et l'idée, c'est d'utiliser ça pour des applications médicales, biomédicales. Oh, super. Oui, ah oui, oui, oui. Là, c'est vraiment, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce cas-là, par exemple, peut-être on n'a même pas besoin de détruire en fait le tube, parce que peut-être on pourrait l'utiliser vu la taille, la forme, la propriété, la composition qu'il a, Ok. pour des applications, des artères, Ah oui, je vois ce que vous des voulez dire. intestins, voilà. Oui, oui. Du coup, vous pouvez parler d'innovation, vos Oui, recherches dans le oui, biomimétisme. Est-ce que vous oui. pensez qu'il faut, dans l'avenir, s'inspirer de plus en plus du vivant et développer justement cette recherche? Oui, 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 je pense que oui. Et je pense que, comme je disais, il faut des alternatives pour beaucoup de matériaux, surtout plastiques, synthétiques qu'on a aujourd'hui. Et je ne sais pas comment dire. Ah oui, oui, bien sûr, c'est pour ça que je fais du mimétisme, mais c'est pour ça aussi que depuis tout le temps, je travaille avec des polymères naturels et j'ai rien contre le synthétique, hein. Des fois, je collabore avec des collègues et on fait même des matériaux hybrides, donc une partie synthétique, une partie biologique. Mais je crois vraiment aux matériaux biologiques. Donc oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'innovations. Je pense aussi qu'il y aura de plus en plus de personnes à travailler. Donc peut-être moi, je suis un peu dans un extrême, c'est l'utilisation de matériaux biologiques, donc des polymères naturels pour la production des matériaux. Mais je crois aussi d'autres travaux de collègues qui essayent de s'inspirer de propriétés et de matériaux biologiques en utilisant des polymères synthétiques, hein, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Mais oui, je pense qu'il faut regarder vraiment la nature et depuis toutes les échelles, en fait. Parce que Oui, dans un matériau, on le connaît à l'échelle macro, mais il faut commencer depuis l'échelle atomique jusqu'à nano, micro et macro pour, pour faire ces matériaux. Et moi, comme je disais tout à l'heure, donc il y a une direction qu'on prend là de plus en plus dans le groupe, c'est vraiment de comprendre comment ces molécules, en fait, elles se structurent dans ces matériaux-là. Parce que, comme je disais au début, je donnais l'exemple de l'écaille de poisson, c'est que de l'hydroxyapatite, de collagène, et après, bien sûr, il y a d'autres petites protéines, mais essentiellement, il y a deux principaux composants et les écailles de poisson, elles ont des propriétés qu'on le cherche, des propriétés de flexibilité, mais aussi de résistance, de perméabilité. Mais si je détruis cette écaille, mais avec le même composant, j'arrive jamais après à refaire l'écaille ou un matériau avec les mêmes propriétés. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a besoin de plus en plus de comprendre. Il faut s'inspirer, mais d'aller aussi à la base, c'est de comprendre ce matériau. Donc oui, je suis 100% d'accord qu'il va y avoir beaucoup d'innovations et j'espère en tout cas qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont s'inspirer ou qui vont dans ce sens-là. Mais tout, on a besoin de tout, hein. oui, C'est vraiment le matériau biologique. En fait, c'est ça que moi, ça me passionne. C'est comment très peu de composants, en le mettant de manière différente, en fait, on arrive à avoir des propriétés complètement différentes. Une autre chose qui me passionne aussi, c'est le carapace de crustacés, par exemple. C'est un travail que je collabore un petit peu avec Ifremer qui m'amène des échantillons de fournes hydrothermales qui vont chercher avec des drones dans les abysses et dans des zones très profondes de l'océan où il y a des crabes et des crevettes
qui vit avec des pressions énormes, avec des températures qui ne sont pas celles qu'on a habituées sur les côtes, même le pH, la salinité, tout ça, c'est trop différent. Des conditions que c'est des conditions ambiantes, parce que c'est leur ambiance en eux, mais Oui, c'est des conditions complètement différentes de ce que nous, on connaît. Mais si on regarde la composition de ces exosquelettons, la composition, elle est pratiquement la même. Donc, de ces d'accord. crustacés qui sont sur la côte et de ces crustacés qui sont sur les abysses, le fourneau hydrothermal. Mais c'est pour ça que je parlais aussi de comprendre. Donc, comment la chitine et les minéraux, ils vont s'agencer pour que les propriétés, en fait, qui sont différentes. Mhm. Parce que comment ces Ah oui, organismes qui survivent dans ces conditions, comment ils font? c'est vrai. Et ça, c'est très intéressant aussi, vu les changements climatiques globaux qu'on parle et qu'on a aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est pour ça que la compréhension de la nature et des Donc c'est matériaux que l'être vivant, que l'organisme marin, dans ce cas, ils le font, ben, il faut vraiment s'inspirer de ça. c'est l'avenir. Et c'est Ce ça, qui clôt notre c'est ça, c'est ça. interview. Merci encore, Juline. Bien, Merci. merci à vous. Je vous souhaite une Oui, bonne journée. toi aussi. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Alors, t'as vu ça, gamin? Ça, c'est de l'émission. J'adore le travail de Susana de Matos Fernandez. Ouais, c'était pas mal, hein. Adieu, Raymond des Guenièvres. Comment ça va? Quel bon vent vous amène? Adi Schatz, Barnabé. On était à une exposition au Muséum d'Histoire Naturelle pour le 4 heures et je me suis dit, ah, il doit s'ennuyer notre Barnabé tout seul dans sa grande maison. On va aller lui faire un petit coucou. Oh, mais c'est quoi ce machin sous ton bras? Ça, mon petit, c'est le génie de Léonard de Vinci. C'est l'ornithoptère, les prémices du biomimétisme. Oui, c'était une exposition hyper intéressante sur le biomimétisme à l'époque de Léonard de Vinci. C'était génial. Tu sais, moi, depuis que Gaston est à l'EHPAD avec son Alzheimer, je m'ennuie un peu, moi, donc ça fait du bien de sortir. Léonard de Vinci? Mais pourquoi il en a autant? C'est un bûcheron collectionneur? Ha ha ha. Non, gamin, c'est un grand inventeur, un génie. Mais c'est lui qui a inventé le terme biomimétisme? Et non, c'est ce que tout le monde croit, et pourtant, Laissez-nous vous expliquer. Oh oui, j'adore les histoires de bûcherons. Timéo. le biomimétisme ou bioinspiration consiste à s'inspirer du vivant pour développer des solutions et techniques innovantes importantes pour le futur de notre société. Le mot biomimétisme est composé de deux termes grecs, bios, la vie, et mimésis, l'imitation. Il signifie littéralement l'imitation du vivant. Je vois. Mais, du coup, si c'est pas Léonard de Vinci qui a inventé, c'est qui? Les premières traces du biomimétisme remontent sans doute à la préhistoire. L'homme a su exploiter très vite les mécanismes de la nature pour des fonctions variées. Par exemple, imiter des cris d'oiseaux lors de la chasse ou se réchauffer avec des peaux d'animaux afin de survivre. Dans l'Antiquité européenne aussi, on retrouve des traces de biomimétisme. Nous pouvons citer l'exemple du mythe grec d'Icare. Icare? Une nouvelle voiture intelligente? Encore un coup des Amerlocs, ça. Papy, aucun effort. Ah, elle est pas loin la démence sénile, hein. Celui dont l'âme est heureuse ne connaît pas le poids des ans. Enfin, Icare, c'est le gars qui s'est cramé les ailes en voulant se bronzer. Tu sais où tu peux te le mettre, ton Platon? Oui, c'est lui. À peu près. Il réalise le fantasme de voler comme un oiseau en se fixant des ailes artificielles. Mais en voulant trop s'approcher du soleil, il finit par se brûler les ailes. Mais sans parler de mythes, certains philosophes grecs, comme Démocrite ou Aristote, en parlaient déjà. Je ne me rappelle plus du terme qu'ils utilisaient. Tu te rappelles toi, Geneviève? Heureusement que je suis là, Raymond. Démocrite, il est connu pour sa contribution à la théorie atomique, c'est-à-dire qu'il affirmait que tout dans l'univers est composé de petites particules invisibles appelées les atomes. Et il utilisait le terme mimésis, défini par Platon, Ah bah voilà. terme qui signifie le fait d'imiter la nature grâce à la technique. Aristote, lui, va s'intéresser à la biomécanique, définie aujourd'hui comme l'étude des propriétés mécaniques des êtres vivants. Ah mais oui, ça me revient. Il a même écrit des livres sur des mécanismes d'espèces qui nous entourent et à leur application technique. Il a donc contribué sans le savoir à l'histoire du biomimétisme. Mais et il est où dans tout ça, Léonard le bûcheron? C'est un bûcheron millénaire? Un dieu bûcheron? Mais non, il a vécu à la Renaissance. Ah, on y arrive hein. Léonard de Vinci, en plus d'être connu pour ses peintures célèbres comme la Joconde, Qui n'a pas été volé récemment. il est aussi connu pour ses schémas de machines volantes. En effet, il était aussi anatomiste et observait beaucoup les animaux, notamment leur vol.
Cela l'inspira grandement pour créer toutes ces idées, qui seront reprises des siècles plus tard pour créer les premiers avions inspirés d'ailes de chauve-souris. On peut donc dire que l'histoire du biomimétisme commence vraiment avec Léonard de Vinci. Bien joué, champion. Mais ce n'est pas le seul à s'intéresser durant la Renaissance. Il y a aussi Giovanni Borelli qui a étudié au XVIIe siècle la locomotion animale et qui est parfois considéré comme le père de la biomécanique. Mais le biomimétisme va connaître un essor fulgurant avec la révolution industrielle, avec l'arrivée de nouvelles sources d'énergie et de nouvelles technologies. T'as connu, toi, l'arrivée du biomimétisme, toi, papy et la Révolution française? Non mais oh J'ai connu mai 68, sale gamin. Moi, j'ai jeté des pavés sur la flicaille. C'était le bon temps quand on cassait du poulet avec ta mère dans le landau. Ah bon, à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, Gustave Eiffel s'est inspiré des propriétés mécaniques du fémur humain afin de réaliser la fameuse tour Eiffel. Attends. Nous, on nous a jamais dit ça. Encore un truc qu'on nous cache, le nouvel ordre mondial. Le vin et le lait des vieillards. Au diable, Platon. Et oui, comme quoi on en apprend tous les jours. Le fémur étant l'os le plus long du corps humain et très résistant malgré son poids relativement faible, sa structure a donc inspiré Gustave Eiffel pour réaliser une tour plus légère. La tour Eiffel est donc une invention bio-inspirée. Waouh! Une année après cette exposition de 1889, Clément Ader rentre en jeu. Il est l'un des pionniers de l'aviation et il créa 3 aéroplanes, puis, en s'inspirant des vols de chauve-souris, comme Léonard de Vinci, il créa 3 avions. Avion 1, avion 2 et avion 3, en leur donnant la forme caractéristique des ailes de chauve-souris. C'est aussi lui qui inventa le mot avion, qui vient du mot aves en latin signifiant oiseau. Mais les chauves-souris, c'est pas des oiseaux aussi? Aristote les avait classés à l'époque dans la même catégorie que les oiseaux. Donc pour Clément Ader, les chauves-souris sont des oiseaux. Et l'histoire du biomimétisme continue avec le développement de l'aviation tout au long du XXe siècle, avec de multiples inventions et qui continuent encore aujourd'hui à se développer. Donc, si je récapitule, on observe des pratiques de biomimétisme dès la préhistoire et l'Antiquité, notamment des philosophes grecs comme Aristote ou Démocrite. Ensuite, pendant la Renaissance, De Vinci et Borelli en parlent aussi. Et puis il y a la tour Eiffel avec Gustave. Ah, et Clément Ader avec le premier vrai avion. Très bien résumé, quelqu'un qui retient mieux que moi. Premier signe de démence, ça, madame. Je peux vous conseiller un psychiatre si vous voulez. Et sinon, on en est où aujourd'hui? Ça tombe bien que vous parliez de ce sujet. On vient de passer 9 heures dans le train pour venir, on a eu le temps de bien cogiter. Mais que font tous ces gens dans mon salon? Ne fais pas attention à ton grand-père. Il perd un peu les boules ces temps-ci. Nous le connaissons depuis bien longtemps, quand nous travaillons tous les 3 sur les transports bio-inspirés. Ah mais oui, c'est René et Chloette. Vous avez fait 9 heures de train? Mais vous venez d'où? De Toulouse, mais la SNCF a quelques petits problèmes en ce moment. On devrait s'inspirer des trains japonais qui vont super vite. Les trains Shinkansen. C'est quoi encore ces conneries? Mais Barnabé, souviens-toi, c'est un train à très grande vitesse pouvant atteindre plus de 300 km/h. Mais par quelle sorcellerie peut-on aller aussi vite? Eh ben le martin pêcheur. Exact. Pour pêcher, le martin, il plonge. Et quand il plonge, les scientifiques ont remarqué qu'il ne faisait aucune éclaboussure. Cela s'explique par la forme de son bec. Long, fin, comme un poignard. Papy, j'ai peur. C'est qui, Martin? Mais non, tout va bien mon petit Timéo. Mais du coup, le train là... Ah oui, eh ben ils ont donné la même forme que le bec du martin pêcheur au nez du train. Mais pourquoi faire? Le train avait une forme cylindrique et en plus il allait très très vite. Et quand il rentrait dans les tunnels, il compressait l'air coincé à l'intérieur et quand il sortait, il provoquait un énorme bruit appelé sonic boom. En plus de s'inspirer du martin pêcheur, ces trains s'inspirent aussi du hibou, parce que quand ils volent... Qui vole? Eh ben le hibou, Barnabé, l'oiseau. Ah, d'accord. Le hibou est très silencieux quand il vole, et les scientifiques cherchaient toujours à réduire le bruit du train, surtout dû au frottement de l'air. Ces scientifiques ont donc remarqué que les plumes du hibou lui permettent d'empêcher les turbulences, car elles sont dentelées. Et ils s'en sont inspirés pour améliorer le train. Et sinon, à part les trains, y a d'autres exemples avec les avions ou les voitures? Bien évidemment. Tu crois qu'il a bossé sur quoi, papy? Alors oui, il y a plein d'autres exemples. Par exemple, les scientifiques se sont inspirés de la peau du requin pour la surface extérieure de certains avions d'Airbus. Mais du coup, les avions, c'est des requins! Waouh! C'est comme la fusion de Bombardillo Crocodilio et Tralalero Tralala. Ne l'écoutez pas, ils sont intéressants. Sale gamin, ça. Tu sais, Timéo, les poissons, ils ont des écailles. Et celles du requin, elles sont spéciales. Elles permettent à l'eau de circuler plus facilement. On appelle cela l'effet Riblet. Leur structure passionne les chercheurs depuis des dizaines d'années et ont donc inspiré le vernis déposé sur la coque des avions pour améliorer la circulation de l'air durant le vol. Mais le requin n'est pas le seul animal marin qui a inspiré certains transports. On va avoir les poissons-coffres. C'est quoi ça encore? C'est faire, je crois. Bon, les poissons-coffres ont été utilisés pour l'aérodynamisme de la Mercedes avec le modèle Bionic Car qui va consommer 20% de moins que d'autres voitures du même gabarit. La forme du poisson est, comment dire,
atypique. Elle est carrée et anguleux. Tout le contraire d'un bigorneau. Les scientifiques ont remarqué que le coefficient aérodynamique du poisson, c'est-à-dire son efficacité à se déplacer dans l'air, est de 0,06. Plus le coefficient est bas, moins l'objet rencontre de résistance dans l'air et plus il va vite. Dans l'automobile, on cherche le coefficient le plus bas, d'où l'intérêt de s'inspirer de la forme du poisson. Et d'après vous, est-ce que efficacité rime avec esthétisme? Bah non, ça rime pas. Bien vu Timéo. Exactement. Ce n'est pas parce que c'est bio-inspiré que c'est agréable à voir. Oh, elle est bio inspirée, toi, ta tenue, papy? Alors, je te permets pas. En plus, c'est de la laine bio 100% équitable de moutons élevés en plein air dans les vallées de Gavernie. Et vous aussi, avec le code PLATON, P-L-A-T-O-N, vous pouvez profiter de 15% de réduction sur la marque. Stop, je ne supporte pas les collaborations commerciales et tu le sais très bien, Barnabé. Bon allez Robert, faut y retourner, on a pris du retard avec tout ça. Au revoir Barnabé, au revoir Timéo. Au revoir. Adieu, merci d'être passé. Ça m'a donné faim de tout ça. Timéo, viens, on va manger. Oh ouais, est-ce qu'on peut mettre la musique en même temps? Allez, soyons fous. She really gets me high. Bam-a-lam, you know that's no lie. Bam-a-lam, she's so rock steady. Bam-a-lam, and she's always ready. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam. Get it. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, she's from Birmingham. Bam-a-lam, way down in Alabama. Bam-a-lam, well, she's shaking that thing. Bam-a-lam, boy, she makes me sing. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Ah, ça c'est de la musique. Ramjam qui chante Black Betty. On est loin de vos rappeurs de maintenant qui se prennent pour Nietzsche alors qu'ils arrivent même pas à la cheville, à la jeunesse. Allô? Ah, allô? Oui, allô? Ah, adio, c'est Marichou. Ah, Marichou, comment tu vas? Adio, c'est Marichou au téléphone, tu m'entends? Oui, c'est Barnabé. Marichou? Adio, Barnabé, et comment tu vas? Bien, bien. Et la basquaise, comment elle va? Oh, Oncha, bien. Figure-toi que ma petite Ainoa est avec moi. Ah ouais? Comment elle va, la pitchoune? Eh, Timéo, j'ai Marichou à l'appareil. Et elle est avec sa petite fille Ainoa. Ok. Oh, tu sais, qu'est-ce que ça grandit vite, ces choses-là. Elle devient de plus en plus intelligente. Elle n'a pas arrêté de me dire des trucs qu'elle a lus. Ah bon? Bye, le magazine Nat pour tous, tu connais? Moi, tu sais, je lis que la hulotte. C'est vrai que... En tout cas, elle n'arrête pas de lire. Dis, Ainoa, tu n'aurais pas une petite information intéressante? Ah, le scratch, Dis, Barnabé, tu connais la barre d'âne? Ah non, je connais pas ce bar. Ça me dit rien. C'est pas un poisson, ça? Et un mammifère? C'est comme le poisson-chat? Ainoa me dit que c'est une plante qui scratch. Comment ça, qui scratch? T'es sûr, Ainoa? Ah mais oui, je connais, papy. C'est une plante, on en a dans la récré. On s'amuse à se lancer dessus. Timéo me dit qu'il s'amuse avec pendant la récré. Oui, Ainoa me dit la même chose. C'est fascinant.
On appelle ça le... Ainoa, le biomimétisme. Ah, bye. Oui, on en parlait avec Pichoun. Et devine ce qu'elle vient de me dire d'autre, hein? Non, je sais pas. Timéo? Eh bien, tu vois le moustique là? Quand il nous pique, on sent rien sur le moment. C'est que plus tard que tu as mal et que tu as des boutons. Eh bien, une entreprise japonaise... Japonaise? Comme ma prothèse de genou. Bye, japonaise. Eh bien, ces Japonais, ils ont réussi à inventer une aiguille qui s'inspire de la technique du moustique pour ne pas faire mal. T'imagines ça? Ah, et comment ils font? J'ai mes examens du cœur en janvier et je toucherai bien 2 mots au doc. Ainoa, comment il faut? Alors. Voilà. Tu vois, il pique avec une trompe, le proboscis, me dit ma petite. Eh bien, au bout de cette trompe, ils ont des micro-dents qui permettent de ne pas causer de blessures à notre peau. Et en plus, leur trompe est en forme de cône. Dis, tu as du diabète, Barnabé? Parce que l'entreprise japonaise met en vente des aiguilles coniques avec des tout petits bouts pour faire des piqûres d'insuline. Ah, le diabète, m'en parle pas de ce truc-là. Je vais prendre rendez-vous avec mon médecin pour me faire changer les aiguilles, moi. Allez, moi de même. Mais papy, t'es bientôt mort, t'as pas besoin d'embêter les médecins avec ça? Sale gosse. Pas de dessert ce soir. Non mais oh, un peu de respect pour les aînés. Dia, incroyable! J'en ai une autre pour vous. Alors, voyez-vous les termites? Ont dans leur termitière, une bonne température, même si dehors il fait très chaud le jour et froid la nuit où ils vivent. Ce sont des grands architectes qui ont un bon système d'aération, me dit Ainoa. Des Américains ont voulu reproduire leur système pour construire l'Esgate Building. Ah oui, l'Esgate Building. C'est ça, voilà. Ah, Barkatou, je vais devoir te laisser. Mon fils vient d'arriver pour récupérer Ainoa. Bien, tu leur passeras le bonjour alors. Ainoa manque beaucoup à Timéo. Papy. Oh, qu'il est mignon. Tu lui feras un mouchou de ma part. Allez, adieu le landais. Adichat, c'est comme on dit chez toi. Oui, Adichat. Allez, petite pause radio après toutes ces péripéties. Si vous aimez le cinéma, le festival Musical Écran revient pour une 11e édition du 8 au 14 novembre. Au programme, 18 documentaires musicaux durant la semaine au Théâtre Molière et 3 lors de la soirée d'ouverture au Mégarama. Oh, ça me plaît ça. Si vous êtes plus histoire que musique, pas de panique. Du 18 au 23 novembre aura lieu à Pessac la 35e édition du Festival international du film d'histoire sur le thème Secrets et mensonges. 80 films, 30 avant-premières et 30 rencontres. Vous ne risquez pas de vous ennuyer. Et pour s'inscrire, c'est où, papy? Que ce soit pour le Festival Musical Écran ou pour le Festival du film d'histoire, toutes les informations pratiques sont disponibles sur leur site internet. Tu vois, il suffit d'écouter ce qu'elle raconte. Et si vous n'êtes pas fan de cinéma, depuis le 18 octobre 2025, une nouvelle exposition immersive est présente au Bassin des Lumières, célébrant la beauté des océans et la richesse de la vie sous-marine. Ce spectacle nous plonge au cœur des océans, allant à la rencontre d'animaux marins tels que baleines bleues, orques, requins blancs, cachalots et poissons des abysses. L'exposition sera présentée jusqu'au 4 janvier, suivant les horaires d'ouverture du Bassin des Lumières. Oh, sympa. Et autre rendez-vous à ne surtout pas manquer, la collecte annuelle de dons du sang sur le campus Montesquieu, du 18 au 20 novembre de 10h à 18h, on continue sur l'esplanade Aula Magna. Prenez rendez-vous sur le site de l'EFS, l'établissement français du sang, pour faire un don. Dans un contexte où les hôpitaux et autres centres de santé manquent de sang afin de réaliser des transfusions lors d'accidents, d'accouchements ou d'opérations, un don permet de sauver de nombreuses vies. Votre don peut sauver des vies. Alors essayez de prendre le temps pour faire ce simple geste. Pour vérifier que vous êtes éligible à donner, rendez-vous sur le site de l'EFS et rendez-vous sur le campus. On ira ensemble, papy? Avec plaisir, ça ne prendra pas longtemps en plus. Merci à vous, chers auditeurs. Allez mon petit Timéo, il est temps que tu rentres. Je vois tes parents dehors. Oh déjà, mais c'est passé super vite. Eh oui, mais ne t'inquiète pas, on se retrouve dans 2 semaines, le 19 novembre. On parlera de la peur. Oh là là, je sais pas trop si j'ai hâte ou si ça m'angoisse. Si tu nous ressors encore ton Platon à 2 balles, ça va être super. Alors, à dans 2 semaines. À bientôt.
passport